Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du moya moya chez l'enfant et en particulier de sa prise en charge neurochirurgicale. J'ai illustré par cette sculpture mexicaine qui montre des trous multiples dans le crâne de cette personne. Et vous allez bien comprendre pourquoi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le moya moya? Le moya moya, c'est une réponse anormale, univoque de néovascularisation avec un aspect de nuage de fumée, c'est ça que ça veut dire en japonais. Ça correspond, on peut comparer ça au réseau admirable de vaisseaux qui était décrit par Galien faussement dans l'espèce humaine, parce que ça se rencontre que chez des animaux et en particulier les cétacés. Mais normalement, il y a le système vertébro-basilaire et carotidien qui chante ces vaisseaux admirables qu'on voit dans d'autres espèces. Alors, donc le moya-moya, c'est donc une maladie vasculo-occlusive qui se, qui se caractérise par une angiogénèse anormale et qui est favorisée par le jeune âge de l'enfant. Donc, c'est une maladie vasculo-occlusive précoce. C'est donc une réponse euh, pathologique qui est âge spécifique et non cause spécifique. Hein, donc, on se rencontre essentiellement chez des adultes jeunes et beaucoup chez des enfants. Donc, la cause de la vasculopathie, elle n'influe pas sur l'apparition ou non du moya-moya. Et donc, c'est favorisé par la plasticité vasculaire qu'on rencontre chez l'enfant. Donc, l'atteinte, elle prédomine le plus souvent sur le polygone de Willis, donc avant tout le système carotidien, mais pas que, et notamment chez des très jeunes enfants, on peut voir des atteintes vertébro-basilaires, et c'est une forme de gravité. Donc le moya-moya, vous l'avez compris, c'est une maladie qui est polymorphe. D'abord, il y a la maladie moya-moya qui peut être soit idiopathique, soit génétique, et puis les syndromes moya-moya qui connaissent des étiologies multiples. Alors la distinction, elle est plus qu'académique, hein. C'est parce que derrière le moya-moya, il peut y avoir une maladie de fond génétique qui peut avoir d'autres manifestations. Et j'ai un très mauvais souvenir d'un des premiers patients que j'avais opéré chez qui le diagnostic n'avait pas été fait et qui est décédé quelques années plus tard d'une rupture d'un anévrisme de l'artère mésentérique. Donc, la présentation, elle est différente suivant l'âge. Donc, c'est polymorphe. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus souvent des hémorragies et des céphalées. Chez les enfants, c'est avant tout de l'ischémie. On peut voir également des céphalées. Et puis un retard développemental chez le tout petit. Et chez le tout petit, c'est caractérisé par un caractère très évolutif, une atteinte du système vertébro-basilaire. Donc, comme je l'ai dit, c'est un élément de gravité. L'épidémiologie, ben, on connaît deux pics de fréquence, un pic chez l'enfant, un pic chez l'adulte. Donc en pédiatrie, on s'occupe du pic pédiatrique. Il y a des facteurs génétiques, très certainement, qu'on connaît, qu'on a identifié assez récemment une mutation qui explique le biais ethnique connu de longue date en Asie orientale. Hein, donc ça, c'est une petite fille d'origine chinoise qui avait une mutation RNF 213. Donc on savait que il y avait entre une personne sur 280 000 à une sur 89 000 au Japon et en Chine, alors que c'est une sur 1 100 000 aux États-Unis, donc un rapport de 1 à 10 quasiment. Et puis on sait qu'il y a des cas familiaux. Et puis par ailleurs, on sait qu'il y a des maladies connues qui peuvent favoriser le moya-moya, notamment la trisomie 21, la neurofibromatose type 1, la drépanocytose et la thalassémie, la radiothérapie. Donc c'est dans des cas comme ça qu'il va falloir rechercher des maladies vasculaires avant qu'elles se manifestent. Donc l'anapath de cette maladie moya-moya, c'est classiquement, il y a la classification de Suzuki, hein, qui date des années 60, hein, avec un stade 1 où il y a un début de sténose, 2 apparitions de vaisseaux anormaux, stade 3 des vaisseaux anormaux plus importants, et puis à partir du stade 4, une régression de ces vaisseaux anormaux. Donc le cerveau est de plus en plus ischémié. 5, une régression des gros vaisseaux. Et 6, disparition des vaisseaux intracrâniens. On se demande comment le cerveau respire. Donc tout ça, ça montre qu'il y a une évolution cyclique de cette maladie. Donc la physiopathologie, bon, donc il y a l'ischémie cérébrale. Il faut savoir qu'il y a une réactivité des vaisseaux qui est très importante. On, les artères de base, elles sont en vasodilatation maximale pour donner ce qu'elles peuvent à ce cerveau qui manque d'oxygène. Et que donc ces artères, elles deviennent très sensibles à l'hypocapnie. Donc s'il y a il y a un risque de vasoconstriction avec AVC.
en cas d'hyperventilation, par exemple, quand il y a des pleurs, si l'enfant gonfle un ballon de baudruche ou s'il souffle des bougies d'un gâteau d'anniversaire. Donc, c'est ces enfants qui sont toujours plus ou moins sur le fil du rasoir. Et puis l'autre manifestation, les hémorragies, elles sont dues à des anévrismes, qui sont des anévrismes le plus souvent distaux dans les vaisseaux choroïdiens. Hein, oui, ici, c'est typiquement chez l'adulte, mais ça se voit également chez l'enfant. Vous voyez cette petite fille qui avait fait un hématome capsulaire profond en rapport avec une ectasie d'une artère choroïdienne profonde. Donc, il y a rarement des anévrismes du polygone de Willis. Et là, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on va pouvoir les traiter? Parce que les opérer, il n'y a quasiment pas de collet. Les emboliser, il n'y a pas d'artères qui permettent de passer un cathéter. Donc, ça peut être assez problématique. Donc, le mode de découverte du moya-moya chez l'enfant, bon, on en a déjà parlé, ce sont rarement des hémorragies, hein, c'est 10% des moya-moya, alors que ça représente 60% des adultes. Ce sont surtout des AVC ischémiques, donc ça peut être provoqué par l'hyperpnée. Donc j'ai parlé des pleurs, des bougies et des baudruches. Également des pleurs quand on fait des ponctions veineuses lors de l'anesthésie. Donc c'est vraiment des enfants qu'il faut manipuler comme un bâton de dynamique. Chez le nourrisson, on a des présentations évolutives, comme je l'ai dit, avec une atteinte du système vertébro-basilaire et une dégradation cognitive qui n'est pas forcément réversible. On a d'autres manifestations, notamment des céphalées, dont le mécanisme n'est pas très évident. Ça peut être un équivalent migraineux. Et puis, il y a formes qui sont asymptomatiques, qui sont découvertes justement dans le cadre d'un suivi de patients à risque avec trisomie 21, NF1 et irradiation. L'IRM va nous montrer des images ischémiques cérébrales en rapport avec les AVC. Il peut y avoir une atrophie diffuse, hein, vous voyez sur cette IRM en haut, on voit que l'hémisphère droit est nettement atrophié. Et dans des cas comme ça, on dit que si on opère, ça peut favoriser la survenue d'un décollement sous-dural chronique qui va gêner la formation des anastomoses. Donc, sur l'IRM, on va également s'intéresser au vaisseau, bien sûr. On va étudier le polygone de Willis, on retrouve les sténoses, éventuellement des amputations vasculaires. On va voir les néovaisseaux diencéphaliques, hein, comme on voit sur en bas avec ce T1 sans puis avec Gado, on voit tous ces vaisseaux qui intéressent les noyaux centraux. Et puis, bien sûr, on va réaliser une débimétrie en ASL. Donc, les explorations fonctionnelles, on va s'intéresser donc à la circulation cérébrale. L'aspect, ça se fait quasiment plus à ma connaissance. Le Doppler, il peut être intéressant en montrant bien sûr une accélération quand il y a une sténose, puis un arrêt circulatoire, et puis parfois on voit un flux inversé, notamment au niveau de l'artère ophtalmique, qui va nous dire qu'il y a des anastomoses extra-intracrâniennes spontanées qui se sont déjà mises en place. Le G, est-ce qu'on va faire le test de provocation par l'hyperpnée ou par le diamox? Vu la fragilité de ces patients, je pense qu'il vaut mieux s'en abstenir. L'angiographie, donc, ça reste un élément très important du bilan pré-chirurgical. Ce n'est pas nécessaire pour faire le diagnostic, mais par contre, pour programmer l'opération, on a besoin de connaître les 6 axes, bien sûr, les carotides internes, pour chercher les sténoses, les néovaisseaux, les anévrismes, les carotides externes, pour savoir où existent des anastomoses déjà. Hein. Donc, on voit sur cette angiographie qu'il y a déjà des anastomoses extra-intracrâniennes qui se sont mises en place. Et puis étudier, bien sûr, les vaisseaux donneurs pour envisager une revascularisation. Et puis les vertébrales, il ne faut pas les oublier, en particulier chez les petits. Donc le traitement, bien sûr, il y a un traitement médical. L'aspirine, c'est probablement un traitement qu'on démarre et qui devra être poursuivi à vie. Donc avec les risques que ça comporte chez un enfant qui est bêtiseur ou bagarreur, qui peut se faire des hématomes importants. L'hyperventilation, il faut l'éviter, donc il faut se méfier des anniversaires, hein, que ce soit pas le dernier. Entre les ballons et les bougies d'anniversaire, il y a des bonnes raisons d'hyperventiler. Et puis les revascularisations, c'est quand même une maladie pour lesquelles on a des solutions chirurgicales qui sont très, très tentantes et très satisfaisantes, souvent. Donc, il y a la revascularisation directe qui se fait surtout chez l'adulte, des vascularisations à haut débit, des vascularisations des anastomoses, mais chez l'enfant qui sont très limitées parce qu'on a des vaisseaux de petit diamètre qui sont facilement spastiques. Et puis la revascularisation indirecte qui se fait bien sûr chez l'adulte, mais qui est d'autant plus tentante chez l'enfant que la revascularisation directe est problématique. Et donc on a une nette préférence pour la technique des trous de trépan multiples.
Donc, comme j'ai dit, chez l'enfant, il y a les anastomoses directes sont compliquées parce que les vaisseaux donneurs sont pas forcément de gros calibre, hein. Les artères temporales, les artères méningées moyennes, artères occipitales, tout ça, c'est pas facile chez les petits. Les vaisseaux receveurs, pareil. Tous ces vaisseaux sont à risque de spasme, de thrombose, plus que chez l'adulte. Donc, les principes de la revascularisation indirecte, c'est que on va permettre cette solution naturelle quand on a des sténoses des vaisseaux du système carotidien interne, et bien on a une suppléance avec mise en place ou développement d'anastomoses extra-intracrâniennes existantes. Je pense en particulier à l'artère ophtalmique qui est connectée à l'artère faciale de façon plus ou moins efficace. L'avantage, c'est qu'on a un cerveau qui est ischémique, qui fait un appel à la vasculogénèse en quelque sorte. Et l'intérêt de la vascularisation indirecte, c'est qu'on ne va pas se soucier ni des vaisseaux donneurs ni des vaisseaux receveurs. On n'a pas de problème technique d'anastomose, hein. Les anastomoses sont d'autant plus compliquées que l'enfant est petit. Et ben, au contraire, les revascularisations, elles sont d'autant plus efficaces que l'enfant est petit parce qu'on a une plasticité vasculaire supérieure. Donc, quel que soit l'enfant, quel que soit l'âge chez l'enfant, on peut utiliser la technique des trous de trépan multiples. On va ouvrir toutes ces barrières anatomiques et mettre directement en contact du cerveau le périoste qui est vascularisé par le territoire carotidien externe. Donc, vous voyez, cette photo opératoire, ça ressemble furieusement au porte-torchon. Donc, on peut appeler ça l'opération du porte-torchon. Donc, la technique des synergieuses multiples, alors bien sûr, l'anesthésie, il ne faut pas que l'enfant pleure. Donc, il faut être particulièrement doux et particulièrement pédiatrique dans sa pratique. Euh, on va faire un décollement sous-galéal parce qu'il peut déjà exister des anastomoses, on l'a déjà vu. Et puis, on va inciser le périoste ou l'épicrâne de façon à créer des lambeaux de tissu qu'on va mettre au contact du cortex. On va faire des trous de trépan en regard de chaque lambeau de périoste. On va ouvrir la dure mère et l'arachnoïde. Donc, il faut bien respecter les artérioles durales qu'on voit par les trous de trépan. Et on va mettre au contact ce périoste qui va développer très rapidement une néoangiogénèse et des anastomoses extra-intracrâniennes, comme on voit sur l'image d'IRM en bas à droite. Donc, il faut respecter les artères des enveloppes. Ce sont les artères du périos, les artères de la dure mère. Il y a déjà des anastomoses spontanées, on l'a vu, je le remontre. Donc, il ne faut pas les dévasculariser. Et puis, ce sont des vaisseaux donneurs potentiels. Quand on voit sur une fois, sur ce périoste qu'on a exposé, on voit de petites artérioles du périos et c'est sur elles qu'on compte pour développer des anastomoses extra-intracrâniennes. Donc le décollement, il doit être sous-galéal, pas sous-périosté. Les trous de trépan, ils doivent être bien positionnés. Alors quand on voit ce scanner-là, là, on se dit que peut-être que la neuronavigation pourrait être utile pour placer judicieusement ces trous de trépan. Il faut être précautionneux pour que, quand le traitement est prêt à débrayer, parce qu'il ne faudrait pas abîmer ces artères corticales, d'autant plus que le patient va reprendre les antiagrégants très rapidement. Et puis, on va faire des ouvertures durales autant que possible parallèles aux artères méningées qu'on va voir par le trou de trépan pour respecter ces artères d'une part et d'autre part que les artères soient vraiment tout près de l'ouverture de la dure mère par laquelle elles vont pouvoir développer des anastomoses. Donc les résultats angiographiques, ils sont satisfaisants. On voit ces artères qui vont se développer et cette revascularisation du cortex à partir des territoires carotidiens externes. Et puis, quand il y a des anévrismes, bah, il semblerait que les modifications du flux puissent suffire à faire disparaître un anévrisme. C'est un cas qui était particulièrement problématique, qu'on a publié, et en fait, il avait un anévrisme d'une artère lenticule striée qui était ni clippable ni embolisable, et qui, fort heureusement, a eu la bonne idée de disparaître après revascularisation par les synangeuses multiples. Donc les résultats cliniques, bah, ils sont satisfaisants, comme je l'ai dit, on a des petites séries, hein, mais on est souvent surpris par la rapidité de l'effet qui fait penser qu'il doit y avoir une revascularisation, une micro-revascularisation par un tissu cicatriciel avant que se développent réellement des anastomoses visibles angiographiquement. Donc l'effet il est rapide sur les AVC, sur les épisodes migraineux,
Sur l'épilepsie, par contre, c'est beaucoup plus sujet à caution et sur les déficits, quand ils existent, malheureusement, il faut surtout que le patient bénéficie d'une bonne rééducation pour pas que ça s'aggrave avec la croissance. Et puis, comme je l'ai dit, souvent ces patients, ils restent sous aspirine à vie. Donc en conclusion, le moyamoya, c'est une maladie vasculaire qui est polymorphe par ses étiologies autant que par sa présentation clinique. Mais les conséquences cérébrales sont univoques, hein. Que ce soit la maladie, le syndrome, on va avoir le même résultat sur le cerveau. Et puis, on a une solution chirurgicale qui est simple, qui est efficace et qui est satisfaisante dans la plupart des cas. Et surtout, on peut dire que ça nécessite une excellente coordination des équipes de neurologie, de radiologie, de neurochirurgie et d'anesthésie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos en ligne sur YouTube et d'autres données sur notre site.